Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes dans le cadre de la 3e conférence interministérielle sur la santé et l'environnement consacrée sous le thème Alliance stratégique santé-environnement, un catalyseur pour la prise de mesures en faveur des objectifs de développement durable en Afrique. Et pour en parler, j'ai le privilège de recevoir deux invités. Je m'appelle le docteur Matsidi Somweti. Donc vous êtes la directrice régionale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. Et juste à côté de vous, docteur Magaran Bakayoko, donc vous êtes expert de l'OMS. Alors très rapidement, madame la directrice, pouvez-vous revenir sur la politique mise en place par l'OMS au niveau Afrique? L'OMS a mis une politique, en fait, nous avons développé cette stratégie qui vise à promouvoir la collaboration entre les deux secteurs de la santé et de l'environnement. Et nous avons tout de suite compris que pour avoir le succès, il faut que nous travaillions avec notre partenaire au niveau des Nations Unies, le PNE, le Programme des Nations Unies sur l'environnement. Donc nous avons au niveau de l'OMS même un programme qui s'occupe de la santé et de l'environnement. Et nous avons appuyer le pays depuis la déclaration de Libreville, appuyer nos ministères de la santé, établir à leur niveau aussi cette partenariat, une plateforme de partenariat avec le secteur de l'environnement. Et puis notre politique est plutôt appuyer ça, ça veut dire que l'engagement au niveau politique, au niveau de nos pays, et puis après le développement de plans d'action qui peut le permettre à mobiliser des ressources, mettre en œuvre les activités, faire les suivis pour voir comment ça se passe et puis adapter. Donc c'est ça notre politique en fait. Les travaux ont démarré ce 6 novembre et à l'occasion de ces travaux, donc, il y a eu un certain nombre de discours que nous vous proposons de suivre et on se retrouve juste après. 10 ans après l'adoption de la déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique, la capitale gabonaise abrite à nouveau depuis ce 6 novembre la conférence interministérielle sur la santé et l'environnement. La déclaration de Libreville, adoptée en 2008, a posé les jalons de changements politiques et institutionnels ainsi que le cadre d'investissement nécessaire pour prévenir et gérer d'une manière efficace et intégrée les menaces environnementales sur la santé publique et l'intégrité de l'écosystème. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est un engagement politique, une action concertée et une responsabilité partagée entre les secteurs de la santé et de l'environnement pour consolider les acquis et renforcer les mesures d'investissement nécessaires pour réduire les menaces environnementales pour la santé humaine. À l'heure où plus d'un tiers de la charge totale de morbidité est liée à la dégradation de l'environnement, cette 3e conférence est l'occasion pour les différents acteurs de s'appesantir sur la nécessité de partager les expériences et les enseignements en matière de gouvernance de l'environnement et de la santé en Afrique. Il est plus que temps aujourd'hui, au regard du niveau de pression des risques environnementaux sur la sécurité sanitaire en Afrique, de trouver ensemble des solutions endogènes et durables, multiples et facilement finançables, afin de permettre aux générations actuelles et futures de vivre dans un environnement sain. Les recommandations issues de vos travaux nous permettront d'élaborer et d'adopter une feuille de route en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable. Madame la directrice, on vous a suivi tout à l'heure lors de l'ouverture, vous expliquiez justement la nécessité d'avoir des financements pour mettre ces projets en place aujourd'hui. Comment l'OMS s'organise pour avoir justement ces financements? Le financement est plutôt important pour les pays. Il faut que d'abord nos gouvernements allouent le montant, augmente l'allocation. On parle d'augmenter de 15% au niveau de la santé et 5% au niveau de l'environnement. Vous pensez que c'est plutôt bon? Nous ne sommes pas encore arrivés là, donc nous faisons le plaidoyer avec l'OMS et nous faisons aussi, nous appuyons le pays à faire ce que nous appuyons l'investment case. Ça veut dire que montrer, par exemple, au ministre des Finances qui doivent décider entre plusieurs besoins, que c'est un bon investissement. Ça va donner de bons résultats. Et je crois que l'évidence est là.
pour montrer que si nous investissons aujourd'hui pour la promotion, nous allons gagner dans le futur de pas dépenser pour la prise en charge, les impacts. Donc voilà, nous appuyons ça, c'est un volet très important. Dr Bagago, les travaux ont été organisés de telle sorte qu'il y ait le 6 et le 7 la réunion des experts, ensuite le 8 et le 9 la réunion des ministres. Aujourd'hui, au niveau des experts, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous savez maintenant, un seul secteur à lui seul ne peut pas aller vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, des ODD. Ils n'ont ni le mandat, ils n'ont ni les ressources. Donc nous devons conjuguer les efforts. C'est dans ce cadre que cette conférence est effectivement située. Et pendant la réunion des experts, nous avons fait le point des progrès qui ont été réalisés pendant les 10 ans. Quels ont été les points saillants, quelles sont les opportunités aujourd'hui et quels ont été aussi les défis majeurs. Donc les parties prenantes et les participants, les experts, ont discuté de fond en comble la nécessité de renforcer l'alliance stratégique. Et aussi, les pays ont partagé leurs expériences. Comment ils ont pu faire fonctionner, opérationnaliser l'alliance stratégique au niveau de leur pays. Beaucoup de pays ont mis en place des comités de coordination intersectorielle au niveau national. Et ces comités sont devenus le fer de lance de la mise en œuvre de la déclaration de Libreville et de l'action intersectorielle. Après donc, la réunion des experts, c'est maintenant la réunion des ministres qui devrait entérimer les recommandations. Quel est le programme à ce niveau? Le programme de la réunion des ministres, c'est déjà passer en revue le rapport des experts, ce qui a été fait, et cela sera suivi de 3 panels de haut niveau sur des questions prioritaires du moment. Le premier panel qu'on vient de finir, c'est l'approche ville-santé. La plupart des populations vivent en milieu urbain, donc il faut mettre en milieu urbain des conditions de vie saines. Le deuxième aspect important du programme, c'est de soumettre aux autorités qui sont là le plan d'action stratégique, comme la directrice vient de dire, nous voulons passer à l'action. Donc des actions concrètes qui ont été formulées et les soumettre à l'approbation des ministres. Le troisième point à l'ordre du jour de la réunion des ministres, c'est aussi discuter de la sécurité sanitaire et de la sécurité environnementale. Les deux sont liés. Et nous voyons que nous sommes dans un moment où les problèmes environnementaux ou les problèmes de santé liés à l'environnement reviennent de façon récurrente, avec beaucoup d'épidémies, les événements climatiques extrêmes. Donc aujourd'hui, il faut se pencher sur la problématique de la santé et de la sécurité environnementale. Donc, et le dernier point à l'ordre du jour, c'est s'accorder sur un cadre stratégique et des voies et moyens pour améliorer les investissements. Donc ce panel sera aussi discuté par des experts qui ont un vécu en matière d'économie et d'investissement sur des stratégies majeures de développement qui ont été débattues pendant toute la matinée aujourd'hui par les ministres et les chefs de délégation. Alors, Madame la directrice, il y a 10 ans, vous l'avez rappelé même lors de votre discours d'ouverture, c'est ici même à Libreville que la déclaration de Libreville est née pour justement la santé et l'environnement en Afrique. 10 ans après, quel bilan peut-on faire? Nous sommes très encouragés qu'il y avait de progrès concrets au niveau des pays. Le ministre, on était de partager leurs expériences, de ce qu'ils ont pu faire dans les pays. C'est sûr que la base est bien établie à mon avis. Les plans d'action sont là, les mécanismes se sont établis. Ce n'est pas facile d'avoir des actions concrètes entre deux secteurs qui ont leur propre agenda. Mais je crois que les efforts ont été faits, les leçons ont été apprises. C'est sûr qu'il y a l'amélioration à faire pour travailler ensemble. Une des grandes leçons apprises, c'est que nous devons avoir mieux, comme on dit, bénéficier des fonds multilatéral qui existe déjà pour l'environnement, pour bénéficier de ce partenariat entre la santé et l'environnement. Et je crois que nous allons faire beaucoup plus d'efforts. Nous devons bien sûr aussi être capables de mieux mobiliser les ressources domestiques. Nous devons engager des communautaires aussi, pour qu'eux aussi ils font leurs efforts et travailler avec le secteur privé. Je crois qu'il y a des ressources qui sont disponibles au niveau du secteur privé aussi, qui peut combler le gap
de financement. Je crois que beaucoup des actions ont été prises, il reste beaucoup de défis. Nous sommes là pour relancer cet engagement avec une nouvelle dynamique. Et ce que nous avons aussi constaté, c'est qu'il faut avoir des systèmes de suivi et évaluation robustes pour apprendre, pour savoir ce qui ne marche pas, ce qui marche très bien, partager ces expériences-là. Donc voilà. Alors, justement, après Libreville 2008, 2010, Luanda, il s'agissait également déjà de revenir sur 2008, les actions de 2008. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. On doit s'attendre à quoi? Je crois que nous parlons plutôt de comment avoir appris quels sont les défis et les actions concrètes à prendre pour relever ces défis, accélérer nos actions, aller à l'échelle avec le partenariat. Je crois que le contexte d'aujourd'hui, le fait que les ODD ont été adoptés va beaucoup nous aider aussi parce que c'est bien compris maintenant que ce travail multisectoriel est essentiel pour le développement. Votre souhait au sortir de cette 3e conférence interministérielle? Je serai très content d'abord si le ministre adopte le projet de la nouvelle déclaration de Libreville qui va nous amener vraiment à améliorer nos actions basées sur le passé, basées sur nos actions, basées sur les leçons apprises. C'est ce que je souhaite. Et puis, je veux aussi que nous savons comment améliorer ce partenariat, le faire un partenariat concret plus fort qui va élargir, amener tous les autres partenaires à travailler avec nous. Et enfin, comment arriver à avoir adopté ou bien reconnu cette déclaration au niveau de nos chefs d'État à travers l'Union africaine. Parce que nous voulons aussi que ça arrive à leur niveau, c'est à eux de soutenir leurs ministres, les 2 ministres, pour mettre en œuvre la déclaration. Merci Madame la directrice, merci Monsieur l'expert. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve juste après ça. Merci de nous retrouver sur le plateau de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes en compagnie d'un expert de l'ONU. Il s'agit de Pierre Kiblié. Monsieur, bonsoir. Alors, donc déjà, on parle beaucoup de déclaration de Libreville qui date de 2008. C'est quoi exactement la déclaration de Libreville? Parce qu'on nous dit que c'est justement ce qui a permis d'avoir le soubassement de cette 3e conférence interministérielle. La déclaration de Libreville vise à renforcer les actions conjointes santé-environnement afin non seulement de mieux atteindre les objectifs respectifs de la santé et de l'environnement, mais aussi de contribuer à l'atteinte d'objectifs d'autres secteurs qui peuvent être l'agriculture, qui peuvent être l'industrie, qui peuvent être l'exploitation minière, dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable. 54 États ont ratifié la déclaration de Libreville qui s'articule autour de 11 points. Point clé qui vise à renforcer les capacités institutionnelles, renforcer les capacités techniques et scientifiques et mobiliser les ressources existantes. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est une adoption ici, à Libreville, de ce plan stratégique d'action, une confiance renforcée entre l'UNED et l'OMS, une croissance des capacités nationales pour avoir ce message commun vis-à-vis de nos ministères des Finances, pour investir le minimum, pour démontrer que le retour sur l'investissement sera maximisé quand on travaille la santé et l'environnement ensemble. Merci Monsieur Pierre Kiblié. Je rappelle que vous êtes expert de l'ONU Environnement.
Selon l'ONU Environnement, plus de 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Et pour en discuter, nous avons sur ce plateau Monsieur Abdourahmane Bari. Vous êtes chargé de programme à l'ONU Environnement. Monsieur Bari, bonsoir. Alors, on a vu votre exposé tout au long de cette conférence interministérielle. Vous avez notamment, vous êtes revenu sur la problématique du plomb dans la peinture. Aujourd'hui, quelles sont les mesures qui sont prises justement pour éviter d'en arriver là, d'avoir la peinture aussi toxique? Il y a certains fabricants qui ajoutent volontairement des composés qui contiennent du plomb dans les peintures. Parce que ça réduit le temps de séchage de la peinture et aussi ça augmente la brillance. Donc ça donne de très belles couleurs. Le problème, c'est que le plomb est extrêmement toxique. Et le plomb affecte le système central, nerveux central et aussi périphérique. Et ça affecte principalement les enfants, y compris les enfants à naître, les enfants qui sont contaminés à travers leur mère enceinte et les femmes. Donc c'est un problème de santé important. Et aussi, qui dit problème de santé, dit aussi coût économique. Et aussi, la santé des personnes est affectée. Donc, il y a les absences, la productivité diminue. Et aussi, c'est une charge aussi pour la société. Mais dans un monde économique aujourd'hui où on privilégie plutôt le gain qu'autre chose, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une cause perdue quand on sait que la peinture à plomb est plus prisée aujourd'hui, on peut le dire ainsi? Non, ce n'est pas une cause perdue parce que on a montré qu'il y a des solutions alternatives. Et lesquelles par exemple? Il y a des solutions, il y a des peintures qui ne contiennent pas du plomb et qui sont à un coût abordable. Et donc... et dont l'efficacité aussi serait... L'efficacité est tout à fait comparable et ça, il n'y a pas de problème. Les solutions sont là. Maintenant, ce que nous préconisons au pays, c'est d'abord la première étape, c'est de prendre une législation pour limiter la quantité du plomb dans les peintures. La limiter à combien à peu près? La limite que l'OMS et l'ONU Environnement préconisent, c'est 90 parties par million. Pourquoi ça? Pourquoi cette limite? Parce que d'abord, c'est une norme qui est facile à mettre en œuvre par les gouvernements, par les industriels et aussi par ceux qui seront chargés d'appliquer la loi. Pourquoi par les industriels? Parce que effectivement, même de façon naturelle, la peinture peut contenir des traces de plomb qui viennent des matières premières. Mais il est montré que si l'industriel, le fabricant de peinture, n'ajoute pas intentionnellement des composés de plomb, il peut être sûr que son plomb est en dessous de la limite de 90 ppm. Et aussi pour les laboratoires, les méthodes pour tester sont donc disponibles et faciles à mettre en œuvre. 90 ppm, on parle du plomb total, c'est-à-dire tous les divers composés du plomb qui peuvent dans la peinture, au lieu de les mesurer séparément, on mesure le plomb total. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors la peinture au plomb est utilisée dans quasiment tous les domaines, aussi bien dans le bâtiment que bientôt la Noël. Ce sera certainement utilisé pour décorer les jouets et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la mesure qu'il faut véritablement prendre? Parce qu'on sait que c'est une question qui est débattue depuis déjà quelques années. Il y a des lois qui sont plus ou moins en discussion et on a pu le voir tout au long de cette conférence. Aujourd'hui, quelle est la mesure urgente à prendre? C'est vraiment de prendre une législation pour limiter la quantité de plomb dans les peintures. Une législation à quel niveau? Au niveau de l'OMS, au niveau des États? Parce qu'on sait que les États sont représentés aujourd'hui. C'est au niveau des États. Et justement, pour aider les États, l'ONU Environnement a développé une loi type. Une loi type que les pays peuvent adapter à leur propre système législatif. Une loi type qui, parce qu'il faut le dire, en Afrique, il n'y a que 6 pays qui ont une législation sur le plomb dans les peintures.
6 pays, c'est très peu. Sur 54. Sur 54, donc ça fait moins de 8%. Et ça c'est la première mesure urgente à mon avis. Bon, la loi type existe, nous l'avons développée, elle existe. Et donc la loi prévoit aussi tous les arguments, que ce soit les arguments au niveau sanitaire, les arguments au niveau économique, pour aider donc le politique et le législateur à comprendre la situation et à expliquer, à justifier la loi. Alors, pour des raisons économiques, d'aucuns ne veulent pas justement laisser la peinture au plomb pour rentrer dans la peinture qu'on pourrait qualifier de peinture plutôt verte, en parlant de la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans une conférence qui traite de ces questions, santé, environnement. Plusieurs États sont menacés par cette peinture et bien plus encore. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une manière de contraindre les États à accepter cette nouvelle législation? Non, je pense que si les États mettent en place une législation, ça sera efficace pour protéger la population. Parce que, comme je le disais, les alternatives existent. Elles sont abordables. Donc les industriels, s'ils sont sensibilisés, ils peuvent abandonner la peinture au plomb. Et comme je disais, au niveau de la nation, au niveau de la société, il y a un coût économique énorme. Pour le continent africain, il est estimé à 135 milliards de dollars par an pour l'ensemble des pays. Parce que comme on l'a dit, si vous, aujourd'hui, vous voulez économiser 1 centime, parce que vous ne voulez pas, par exemple, prendre des mesures pour limiter la peinture dans le plomb, demain, vous allez dépenser 100 francs pour soigner les personnes qui vont tomber malades. Votre économie va perdre de l'argent parce que le quotient intellectuel est affecté des enfants. Donc il y a des potentialités, il y a des talents qui seront perdus à cause des difficultés d'apprentissage de ces enfants dont le quotient intellectuel sera affecté. Donc leur apport futur à l'économie, c'est toutes ces pertes-là qui sont estimées à 135 milliards de dollars par an pour le continent africain. Y compris par exemple les coûts pour le système de santé, les pertes au niveau de la productivité au travail, puisque les adultes aussi sont affectés et les travailleurs qui seront malades, seront moins productifs. Donc c'est ces coûts économiques énormes qui existent et qui sont là. Alors on a suivi votre plaidoyer tout au long de ces 4 jours de travaux. Aujourd'hui, vous avez expliqué en tant qu'expert comment est-ce qu'il faut faire la transition. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été écouté? Oui, parce que vous avez vu que l'exposé a suscité beaucoup d'intérêt de la part des pays. Nous avons développé le modèle et nous avons dit que chaque pays est particulier, a son système juridique particulier. Donc le modèle que nous proposons est adaptable à tous les pays. Le modèle existe en français et en anglais. Et comme je l'ai dit, la loi est facile non seulement à mettre en œuvre au niveau des tests, au niveau des certificats de conformité, etc. Parce que comme je l'ai dit, la limite parle de plomb total et c'est facile. Les méthodes de test sont disponibles, elles sont là, elles sont assez simples. Donc la loi est facile à mettre en œuvre et elle produit des résultats efficaces. Nous avons parlé dans cette conférence de monter des projets pour mettre devant le fonds vert par exemple, mais il faut aussi regarder d'autres financements innovants. Dans le cadre des Seychelles, nous avons développé le concept des obligations bleues qui permet de mobiliser des financements supplémentaires à la base du marché, mais pour investir dans le cadre des Seychelles dans la gestion des pêches et d'une manière durable. Je crois que c'est important que tous les pays partagent des expériences. C'était le but de cette conférence, avec l'intention de mieux mobiliser les ressources à la fois domestiques et à la fois à l'international. Le Bénin a pris une loi pour interdire l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables qui constituent une source importante de pollution de l'environnement. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette assise a mis beaucoup l'accent sur la gestion des déchets
Toujours sur le plan stratégique, le Bénin a adopté un plan stratégique sur la santé qui intègre les aspects relatifs au changement climatique. Donc ce sont autant d'actions que nous avons menées et nous allons poursuivre ces actions-là dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique que nous avons tous adopté là et validé, et pour que dans 10 ans, on puisse faire un point satisfaisant et qu'on constate que tous les pays africains travaillent pour l'amélioration de la santé de leur population et de l'environnement. Parce que ces deux secteurs ne peuvent pas travailler de manière sectaire, mais de manière holistique.